10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. On est en plein dans l'histoire, la grande histoire, et la résolution, c'est demain soir. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver pour cette preview, mon prono de la finale de Coupe d'Afrique, pardon. La méga finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'on a donc demain soir, 20h, Maroc-Sénégal. Les deux superpuissances modernes du foot africain, les deux favoris pré-tournoi, les deux meilleures listes, les deux meilleurs effectifs, les deux plus grosses valorisations marchandes sur Transfermarkt, les deux meilleurs classements FIFA de la zone Afrique actuellement, le Sénégal est 19e, le Maroc 11e, et quand cette liste sera actualisée, quand ce classement sera actualisé lundi, le Maroc va passer 8e, meilleur classement FIFA de son histoire. Le Sénégal va passer 14e, meilleur classement FIFA de son histoire. On est en plein, oui, dans la grande histoire de ces deux nations. On a dit les deux superpuissances modernes du continent qui, certes, dans superpuissance moderne, il y a moderne. Ils n'ont qu'une seule petite canne, chacun. Ce magnifique trophée d'ailleurs, ils n'en ont qu'un seul dans l'étagère. Mais le Sénégal va vivre sa 3e finale de Coupe d'Afrique en 4 éditions. Le Maroc, certes, retrouve la finale de CAN pour la première fois depuis 22 ans, en 2004. Ils avaient perdu contre la Tunisie, mais ils retrouvent cette finale 4 ans après être devenu la seule nation africaine de l'histoire à atteindre un dernier carré de Coupe du Monde, et 4 ans avant d'accueillir le Mondial 2030, au cœur d'une période qui est aussi truffée de succès dans toutes les catégories d'âge, la Coupe du Monde U20 2025, la CAN U17, le Maroc, le Sénégal vivent tous les deux en ce moment et incontestablement l'âge d'or ultime de leur football. Et là, on les a tous les deux demain dans une finale continentale. Alors à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur et les cotes disent que le Maroc est légèrement favori. Ils sont à 2,20, le Sénégal à 3,60, ça c'est en 90 minutes. Les gens, en revanche, partent beaucoup sur le Maroc. Si on regarde même la victoire finale, qui aura le trophée au bout? Le Maroc est à 1,55, le Sénégal 2,40. Le split populaire est énorme. 93% des gens partent sur le Maroc, 7% seulement pour le Sénégal. Un but de Sadio Mané, c'est à 3,50. Comme vous le savez les amis, les cotes que vous voyez, si elles vous intéressent, elles sont sur Winamax. Et avec le lien en description, vous pouvez vous inscrire, profiter de la meilleure offre de bienvenue qui existe. 10 € immédiatement que vous recevez en cash. Votre premier pari, même s'il est perdant, il est remboursé en cash jusqu'à 100 €. Si votre équipe, celle sur laquelle vous avez misé, se met à gagner de 2 buts dans le match à n'importe quel moment, le pari est immédiatement payé. Pas de risque de remontada. Et à l'inscription, si vous le faites, je suis rémunéré. Ça m'aide beaucoup. Merci si vous le faites, merci si vous l'avez fait. Si vous le faites toutefois, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs. Et faites attention avec les paris sportifs, en général, on perd. Voilà pour l'intro. Commençons par le Maroc. Le Maroc, beaucoup attendaient le flop. Il n'a pas eu lieu. Le Maroc est en finale en ayant sorti consécutivement le Cameroun, que certains voyaient comme un épouvantail, le Nigeria, la meilleure attaque du tournoi à ce moment-là, et à ce moment-là, consensus top 2 pour certains, la meilleure même nation africaine de ce tournoi. Et ils ont fait tout ça avec une production défensive ahurissante. En 6 matchs, finalement, le Maroc, c'est un seul but encaissé. C'est le penalty contre le Mali, c'est tout. En 6 matchs, 25 tirs subis. Ça fait moins de 5 par match en moyenne. Le Cameroun, on a montré, certaines stats disent 3 tirs, 4 tirs. On a montré les véritables tirs qu'ils ont affrontés. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à la toute fin de match, un seul vrai. Et contre le Nigeria, 2 petits tirs concédés en 120 minutes avec la prolongation face à la meilleure attaque du tournoi. Ils réussissent à faire tout ça grâce à leur pression. Le Cameroun, comme le Nigeria, ont été bâillonnés, ligotés, enfermés dans la cellule la plus reculée du complexe carcéral marocain, incapables d'échapper à cette pression suffocante. Pression suffocante déjà de la première ligne, El Kaabi, Abdé, Saibari. De la seconde ligne, et là grosso modo on peut dire l'astronaute El Ainaoui à lui seul quasiment. Passer la ligne médiane du Maroc, c'est tellement difficile, ça devrait presque être considéré comme un tir. Rentrer dans leur surface, ça devrait presque être considéré comme un but. Parce que la dernière ligne aussi, Aguerd, Mazraoui, le bunker marocain a été quasiment impénétrable pendant toute la compétition. Et ça va être un problème pour n'importe qui. Pas seulement à la CAN, ce sera un problème pour n'importe qui au mondial également. Alors, après, il y a leur production offensive qui est là et un peu plus hésitante. C'est pas aussi fort que ce qu'ils font défensivement.
9 buts en 6 matchs pour le Maroc, c'est 3 de moins que le Sénégal, qui est à 12. Et pour moi, un des problèmes dans cette production offensive, ça a été un petit peu la mitraillette El Kaabi enrayée à partir des tours à élimination directe. Toujours pas buteur sur cette phase, toujours pas buteur depuis la phase de groupe. Contre le Nigeria, cette action notamment, tu t'attends à la voir au fond. Encore plus d'un mec que quand j'écoute les matchs en arabe, le commentateur l'appelle Mr. Double Kick. Mr. Double Kick El Kaabi, à chaque fois qu'il y a un plan sur lui, normal, double buteur sur retourné. Heureusement qu'Abrahim, 5 buts, meilleur buteur de la compète, et 4 fois sur 5, ces buts ont été le premier but du match, ont débloqué la situation pour le Maroc. Même le seul match où il n'a pas marqué pour l'instant contre le Nigeria, 9e minute, ça se joue à quelques centimètres sur cet enroulé pied gauche. Et le Maroc a beaucoup de mouvements dangereux, je pense qu'on l'a pas mal montré, malgré le fait que certains pensaient cette prestation, par exemple contre la Tanzanie, beaucoup de jeux interlignes trouvés, des centres dynamiques, et après la percussion, ça à tous les matchs sur les flancs. La pression aide beaucoup le Maroc dans sa production offensive avec 12 tirs venus de récupération haute. Ils sont de très loin les leaders du tournoi, les deuxièmes sont à 9, le Maroc en a 12. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'il faut un peu mieux exploiter les transitions. Si le Maroc veut passer une vitesse au meilleur moment, là sur cette finale, pour moi le défi il est là. Il y a des supériorités numériques qui ont été mal exploitées. Tu as une belle poche d'espace, mais c'est le mauvais geste ou c'est la passe dans le mauvais tempo. Parfois, c'est les deux. On a dit El Kaabi là, quand il fait la passe pied gauche pour Brahim sur la transition et que ça ralentit du coup la transition, alors qu'une passe qui serait faite pied droit serait rentrante plutôt que sortante. Des petits ajustements techniques comme ça qui font que le Maroc n'est pas impressionnant offensivement, certainement pas autant qu'ils le sont défensivement. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois, mais on peut pas dire aujourd'hui que le Maroc est létal et te punit sur chaque mouvement. C'est pas encore ça. En revanche, ils ont une autre arme, les coups de pied arrêtés, une arme moderne clé. Contre le Cameroun, les 2 buts, ils viennent de là. Contre le Nigeria, si ça va au bout sur cette déviation de Massina et El Kaabi, normalement, ça va au fond. C'est un but de plus. Sur coup de pied arrêté, en finale, ça peut véritablement faire la différence. Le Sénégal maintenant, c'est leur continent. 3 fois en 4 éditions, ils sont là en finale. Sadio Mané l'a dit en interview d'après-match, ils savent jouer des finales, ils savent gagner la CAN, et lui, il est en mission. Son niveau a pas déçu. Potentiellement, tu peux argumenter que de tous les ballons d'or africains présents à la compétition, c'est lui qui a le plus step-up, parce que même Lookman, qui faisait un tournoi délirant, en demi-finale, il n'y a rien eu, ça a été le couac, alors que Mané, littéralement, a envoyé son pays en finale de cette frappe. Ce qui dégage, c'est masculin, c'est patron, c'est impressionnant. Et en plus de Sadio Mané, le Sénégal peut compter sur, je trouve, ce qui a été une croissance de son niveau sur la phase à élimination directe. Et j'ai trouvé que le 11 s'est amélioré aussi. Les intégrations d'El Hadji Malick Diouf, les dédoublements intérieurs, le volume général, le match défensif qu'il a fait face à Salah, et Iliman Ndiaye, le punch, la créativité dont le Sénégal avait cruellement besoin dans le dernier tiers, lui aussi quand il arrive face au Mali, quand il trouve des ouvertures comme ça dans le demi-espace, tellement important, avec Iliman Ndiaye, avec El Hadji Malick Diouf, le Sénégal là véritablement a commencé à créer un 11 que je trouve très très compétitif. Il y a des absents dans ce match contre le Maroc. Kalidou Koulibaly, qui était à la fois suspendu puis blessé, lui il n'est pas là. Habib Diarra, suspendu. Ça fait qu'on devrait voir normalement Mamadou Sarr et Lamine Camara. On pourrait penser à des absents majeurs dans le 11 du Sénégal. Moi je pense que le Sénégal est meilleur comme ça. Koulibaly, c'était peut-être le moins bon Sénégalais de toute la phase d'élimination directe. Pas mal d'erreurs, pas mal de moments de flottement. Mamadou Sarr est un top joueur et il l'a montré à son arrivée. Pape Gueye, moi je le préfère à droite. J'ai beaucoup dit je préfère Pape Gueye à droite pour le jeu intérieur. L'arrivée de Lamine Camara à la place d'Habib Diarra, comme à ses entrées, pour être à gauche et donc plus sur son pied droit pour trouver du jeu de liaison intérieur. Et on va avoir un petit peu plus de losange. Il y a peut-être une interrogation sur Jackson et peut-être El Kaabi, comme Jackson, n'arrive pas avec une confiance délirante sur cette finale. J'ai encore un petit doute sur leur capacité à vraiment résister à la pression sur le build-up, notamment contre le Mali. On a vu des moments où, Gana Gueye, Habib Diarra pris par la pression, mais peut-être qu'avec cette animation différente à l'intérieur, ça ira mieux pour le Sénégal. C'est fort, ils sont forts, ils ont un 11 très fort, ils savent gagner la CAN. Ça va être un sacré adversaire. Mon prono, plusieurs clés du match. La première, collectivement, sortir de la pression, on pourrait dire la pression populaire pour le Maroc, je pense surtout à la pression tactique pour le Sénégal. Est-ce qu'ils réussissent à s'en sortir pour déjà pas être vite dans les cordes, comme le Maroc a mis quasiment tous ses adversaires dans les cordes, en plus dans un stade à l'atmosphère étouffante. Tu peux mal démarrer ton match si pendant 30 minutes tu restes dans ta moitié de terrain. Et aussi, je dirais, pour priver le Maroc de ses meilleures situations. Le Maroc, on a montré qu'ils sont capables de créativité individuelle, collective, mais beaucoup de très belles situations du Maroc sont venues de ballons récupérés haut. 12 tirs
venu de récupération haute, le record du tournoi. Tu les prives de ça en réussissant à t'en sortir avec un bon build-up. D'un coup, ça change un petit peu la dynamique de la rencontre. Le Sénégal, parmi ses armes élites, a aussi la frappe lointaine, extérieure de la surface. Si t'as pas de jeu placé, si tu réussis pas à aller un petit peu dans la moitié de terrain adverse, ça va être dur d'avoir ces situations-là. Il y a des match-ups qui sont clés sur le terrain. Déjà, on a de la chance, je trouve, d'avoir sur le même côté du terrain Hakimi Mané, qui porte son pays. Moi, j'attends peut-être encore plus Brahim contre El Hadji Malick Diouf. El Hadji Malick Diouf qui a fait très très mal à Salah, qui est fort, qui est un des meilleurs joueurs de la compétition, je trouve. Et Brahim, potentiellement MVP au bout. Waouh. Ça va être explosif. Iliman Ndiaye contre Mazraoui, ça aussi, ça conditionne beaucoup de choses. Mazraoui fait un top tournoi. En vrai, si tu fais là le 11 de la compète, entre Mazraoui et El Hadji Malick Diouf, je peux entendre les deux arguments, et forcément, ça se joue sur la finale. Mais Iliman Ndiaye a véritablement débloqué de la créativité pour le Sénégal avec son arrivée. Il y a la bataille de l'entrejeu, dur d'aller contre le Maroc, parce que eux aussi, leur montée en puissance progressive, très fort et croissant. Et bien sûr, le Sénégal a des armes dans cette zone. Et après, ouais, sur l'habitude des finales, Mané l'a dit, on sait comment la jouer. Et on peut penser que le Sénégal a un petit avantage là-dessus. Il n'y a pas loin d'une dizaine de joueurs au Sénégal qui littéralement ont déjà une CAN dans leur salon, une mini-CAN, une réplique individuelle dans leur salon. Ils ont déjà gagné cette compétition. Mais je vois les joueurs du Maroc et je pense aussi par exemple à un Hakimi qui, il y a 6 mois, débloque la finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain et derrière roule sur l'Inter. Je pense à Youssef Nessiri et à Yacine Bounou qui ont littéralement 2 Europa League avec Séville. Bounou qui te rapporte un titre en finale avec 2 arrêts en séance de tir au but contre la Roma en 2023. Je pense à la Conference League, Naïef Aguerd qui la gagne avec West Ham et Ayoub El Kaabi qui la gagne avec l'Olympiakos 2 années de suite. C'est juste la Conference League, mais ce que je veux dire, c'est que le Maroc a des tauliers qui ont des grosses expériences en finale de compétition continentale en club. C'est pas comme s'ils arrivent sans connaître le parfum de ces matchs-là. Enfin, la vraie maison, l'avantage de la maison, c'est que bon, le Maroc joue la CAN au Maroc, ok, comme la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, mais aussi comme la France en 2016, aussi comme le Bayern en 2012, aussi comme le Portugal en 2004. On a beaucoup d'exemples de clims qui ont été posés au dernier moment et de finales catastrophiques, cauchemars vécues à la maison. Ça on sait aussi. Mais là où je vois un avantage substantiel, c'est pas tant le fait de jouer à la maison, c'est le fait de jouer au stade Prince Moulay Abdellah. Depuis le début de la compète et jusqu'à ce dernier match, alors que le Sénégal a joué ses 6 matchs à Tanger et là maintenant doit changer au dernier moment juste pour la finale, ça pour moi c'est un vrai plus pour le Maroc. Et bon, à l'heure de donner le prono, qui est surpris? Je pense pas que vous serez surpris, oui, comme depuis le début de la compète. Je vois le Maroc remporter la finale. Au début, je disais avec Bounou, héros de la séance de tir au but. Mais ça, comme ça, c'est déjà passé en demi. Je sais pas si tu le refais une fois de plus. Donc je vais dire, si je dois choisir un score, juste 1-0 Maroc. Les finales de CAN, les 12 dernières, 9 fois, ça a été soit 0-0, soit 1-0. Il n'y a pas beaucoup de buts en général en finale de CAN. Les 3 autres fois, c'est 2-1. C'est généralement très serré. Depuis le début de la compète, je vois le Maroc faire de meilleures choses, être plus fort sur pas mal de points du jeu. Il valide le truc au bout. Moi, j'ai un petit feeling sur Abdé. Je pense que c'est son moment. Je dis pas forcément buteur, mais Abdé décisif et assez vite dans le match. Et c'est le seul but de la rencontre. Il y a un petit truc autour de ça. Bon, on verra. Bien sûr, le Sénégal peut le faire. Ça va être forcément grand. Comme j'ai dit, on est en plein dans l'histoire. C'est l'âge d'or de ces 2 nations. Conclusion demain. Faudra être là. Dimanche 20h. Faudra être là, ça va être dingue. Bien sûr, vous aurez la vidéo d'analyse au coup de sifflet final. Et à droite, je trouve que c'est méga beau dénouement de ce qui a été un méga tournoi. Juste droite. Qui est-ce qui gagne au bout? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et ouais, on va se régaler. Rendez-vous demain les potes. Passez un excellent week-end. À demain. Bisous.